Bienvenue, chers lecteurs du monde entier. Avant de plonger dans cette histoire enchanteresse, je vous invite à partager d'où vous nous lisez en ce moment. Êtes-vous confortablement installé à Paris, peut-être à São Paulo, Buenos Aires, Montréal, ou quelque part en Afrique francophone? Laissez un commentaire avec votre ville. Créons ensemble une carte mondiale de lecteurs passionnés. L'hiver 1952 transforme le petit village de St. Mary Mead en un tableau féerique digne des plus belles cartes postales. Le lac Wellington, joyau paisible de la région, s'est figé sous une épaisse couche de glace scintillante qui reflète mille feux sous le soleil hivernal. Miss Jane Marple, avec ses cheveux blancs comme neige et ses yeux perçants qui ne manquent jamais un détail, observe ce spectacle depuis la fenêtre de son salon douillet. Elle sirote son thé Earl Grey, emmitouflé dans son châle en laine, quand quelque chose d'inhabituel attire son attention sur la surface gelée du lac. Un jeune homme, élégant, patine avec grâce, traçant des arabesques parfaites sur la glace, mais ce qui intrigue Miss Marple, ce n'est pas tant sa maîtrise du patinage que la façon dont il s'arrête régulièrement au même endroit, près du vieux saule pleureur, comme s'il cherchait quelque chose. Le lendemain, c'est une jeune femme aux cheveux auburn qui fait de même, suivant exactement le même parcours mystérieux, puis un troisième visiteur et un quatrième. Tous semblent attirés par ce même point du lac, mais aucun ne semble se connaître. Le village bourdonne bientôt de rumeurs fascinantes. Certains parlent d'un trésor enfoui sous les eaux gelées, d'autres d'une histoire d'amour tragique datant de l'époque victorienne. Mrs. Bantry, la meilleure amie de Miss Marple, est convaincue qu'il s'agit d'une affaire de cœur romantique impliquant des lettres d'amour perdues. Le vicaire évoque une légende locale, presque oubliée. Mais Miss Marple, avec son intuition légendaire et sa connaissance approfondie de la nature humaine, pressent que la vérité est bien plus merveilleuse et touchante. Ce qui commence comme une simple curiosité hivernale se transforme rapidement en une quête passionnante où s'entremêlent amour impossible, secrets de famille gardés depuis des décennies et la magie particulière que seul un hiver rigoureux peut apporter. Au centre de tout cela, un carnet de croquis retrouvé par hasard, des rencontres sous les étoiles, sur la glace scintillante, et la découverte que parfois, les plus grands trésors ne sont pas faits d'or, mais de sentiments authentiques. Miss Marple découvrira que derrière chaque visage mystérieux se cache une histoire poignante de désir, d'espoir et de courage. Il y a Thomas, l'architecte venu de Londres, qui cherche à retrouver les traces de sa grand-mère disparue. Elisabeth, la libraire parisienne, en quête d'inspiration pour terminer son roman. Gabriel, le musicien qui compose une symphonie inspirée par un amour de jeunesse. Et tant d'autres âmes en quête de réponse, toutes liées par un fil invisible qui remonte à un été lointain depuis 1895. Dans cette aventure, où le gel de l'hiver contraste avec la chaleur des émotions humaines, Miss Marple deviendra bien plus qu'une simple observatrice. Elle sera la confidente, la médiatrice, et parfois même la Cupidon, qui aidera ses cœurs perdus à trouver leur chemin. Armée uniquement de sa sagesse, de son tricot et de quelques tasses de thé bien chaud, elle orchestrera une danse romantique, aussi élégante que les figures tracées sur la glace du lac Wellington. Préparez-vous à découvrir comment un lac gelé peut devenir le théâtre des plus belles retrouvailles, comment le passé et le présent peuvent valser ensemble sous la lune d'hiver, et comment l'amour, tel un feu de cheminée, peut réchauffer même les cœurs les plus glacés. Cette histoire vous emmènera de surprise en surprise, de sourire en sourire, jusqu'à un dénouement aussi scintillant que les cristaux de givre sur les branches du saule pleureur. Alors installez-vous confortablement, peut-être avec une tasse de chocolat chaud, et laissez-vous emporter par la magie de St. Mary Mead en hiver. Le matin du 15 décembre 1952, Miss Marple se réveilla avec la sensation particulière que quelque chose d'extraordinaire allait se produire.
C'était une intuition qu'elle avait appris à ne jamais ignorer au fil de ses nombreuses années d'observation de la nature humaine. Par la fenêtre de sa chambre coquette, aux rideaux de dentelle, elle aperçut le lac Wellington complètement figé, une immense patinoire naturelle qui brillait comme un miroir d'argent sous les premiers rayons du soleil. Les arbres environnants, recouverts de givre, formaient une couronne féerique autour de cette merveille hivernale. Après son petit déjeuner habituel de porridge et de marmelades d'oranges amères, Miss Marple s'installa dans son fauteuil préféré près de la fenêtre du salon, son tricot entre les mains. C'est alors qu'elle le vit, un jeune homme d'environ 30 ans, vêtu d'un long manteau sombre et d'une écharpe écarlate, qui avançait prudemment sur la glace. Il portait des patins aux pieds et se déplaçait avec une élégance naturelle qui trahissait des années de pratique. Mais ce qui attira particulièrement l'attention de Miss Marple, ce fut la façon dont il s'arrêtait tous les 10 mètres pour consulter ce qui ressemblait à un vieux carnet en cuir. Le jeune homme atteignit finalement le centre du lac, près du grand saule pleureur, dont les branches gelées pendaient comme des chandelles de cristal. Il sortit alors de sa poche une boussole, prit plusieurs mesures, griffonna quelques notes dans son carnet, puis resta immobile pendant plusieurs minutes, contemplant la glace à ses pieds avec une intensité troublante. Miss Marple nota mentalement chaque détail, la façon dont ses épaules s'affaissaient légèrement, suggérant une déception ou une tristesse, le geste tendre avec lequel il caressait la couverture usée du carnet, et surtout l'expression de son visage, un mélange de mélancolie et d'espoir tenace. « Comme c'est intéressant », murmura Miss Marple à son chat tigré, fidèle, qui ronronnait sur ses genoux. Le téléphone sonna à ce moment précis, interrompant ses réflexions. C'était Mrs. Bantry, débordante d'excitation comme toujours. « Jane, vous devez absolument venir prendre le thé cet après-midi. J'ai entendu les histoires les plus extraordinaires sur le lac. Il paraît que 3 personnes différentes ont été vues en train de chercher quelque chose sur la glace cette semaine. Le village entier est en émoi. » Miss Marple sourit doucement, promettant de venir à 15 heures précises. L'après-midi, confortablement installée dans le salon surchauffé des Bantry, Miss Marple écouta son amie débiter un flot d'informations, parfois contradictoires. Mrs. Price du magasin général jure avoir vu une jeune femme, aux cheveux roux, pleurer sur le lac hier soir. Miss Hartnell prétend qu'il s'agit d'un trésor caché par des contrebandiers au siècle dernier. Et le colonel Melchet pense que ce sont des espions russes qui font des relevés topographiques. Miss Marple sirota son thé en silence, laissant son ami épuiser son stock de ragots avant de poser calmement la question essentielle. Et personne ne s'est demandé ce que ces personnes pouvaient avoir en commun. Mrs. Bantry cligna des yeux, légèrement décontenancée. « Eh bien, non, je suppose que non. Vous pensez qu'ils se connaissent ?» Miss Marple secoua doucement la tête, ses yeux pétillants d'une curiosité bienveillante. « Pas nécessairement. Mais ils cherchent tous la même chose, au même endroit. Cela suggère qu'ils ont tous accès à la même information. Un document, peut-être ? Une carte ? Ou des instructions transmises de génération en génération ?» Elle fit une pause, observant les flocons de neige qui recommençaient à tomber dehors. « Je pense que nous assistons au début d'une histoire fascinante. » Ce soir-là, Miss Marple décida de mener sa propre enquête discrète. Elle sortit de sa bibliothèque un vieux volume poussiéreux, Histoire et légende de St. Mary Mead, 1820-1900. En tournant délicatement les pages jaunies, elle tomba sur un passage intrigant concernant le lac Wellington. En 1895, un peintre célèbre du nom d'Alexander Thornwood avait passé tout un été au village, créant une série de tableaux représentant le lac sous différentes lumières. Il était tombé éperdument amoureux d'une jeune femme du village. Mais leur romance s'était terminée tragiquement lorsqu'elle avait été forcée d'épouser un homme riche de Londres. Le livre mentionnait que Thornwood, le cœur brisé, avait caché quelque chose de précieux près du lac avant de quitter St. Mary Mead pour toujours. Un témoignage de son amour éternel. Disait le texte énigmatique, il n'était jamais revenu. Et avec le temps, l'histoire était devenue une légende locale, presque oubliée.
Miss Marple ferma lentement le livre, ses doigts fins tapotant pensivement la couverture. Ainsi donc, nous cherchons quelque chose qui appartient au royaume du cœur, et non du portefeuille, murmura-t-elle avec un sourire attendri, comme c'est infiniment plus intéressant qu'un simple trésor en or. Le lendemain matin apporta une nouvelle surprise. En effectuant sa promenade quotidienne, malgré le froid mordant, Miss Marple aperçut non pas une, mais 4 personnes différentes sur le lac gelé. Le jeune homme à l'écharpe rouge était de retour, mais cette fois, il n'était pas seul. Une femme élégante d'une 40aine d'années, vêtue d'un manteau de fourrure sombre, se tenait près du saule pleureur. Plus loin, un couple âgé examinait attentivement la surface de la glace. Et enfin, assise sur un banc au bord du lac, une jeune femme aux cheveux auburn, celle dont Mrs. Price avait parlé, dessinait frénétiquement dans un carnet à croquis. Aucun d'eux ne semblait prêter attention aux autres, chacun absorbé par sa propre quête. Miss Marple sentit son cœur s'accélérer légèrement. Le mystère s'épaississait comme le brouillard hivernal, et elle était déterminée à percer son secret, non par simple curiosité, mais parce qu'elle pressentait que plusieurs cœurs en peine attendaient une résolution que seule la vérité pourrait apporter. Thomas Ashford serra son écharpe rouge plus étroitement autour de son cou, tandis qu'un vent glacial balayait la surface du lac Wellington. Il était architecte à Londres, un homme méthodique et rationnel qui planifiait chaque détail de ses projets avec une précision mathématique. Pourtant, voilà qu'il se trouvait dans ce petit village pittoresque, à genoux sur un lac gelé, cherchant quelque chose qu'il n'était même pas sûr d'exister. Le carnet en cuir qu'il tenait entre ses mains gantées avait appartenu à sa grand-mère, Amelia, décédée 3 mois auparavant, à l'âge vénérable de 95 ans. C'est en triant ses affaires qu'il avait découvert ce carnet caché au fond d'une vieille malle au grenier. À l'intérieur, des pages et des pages, remplies de l'écriture élégante de sa grand-mère, racontant un amour de jeunesse dont elle n'avait jamais parlé à personne. Alexander Thornwood, le peintre dont elle était tombée éperdument amoureuse pendant l'été 1895. Thomas avait été stupéfait d'apprendre cette histoire secrète, lui qui n'avait connu sa grand-mère que comme l'épouse austère et respectable du banquier Reginald Ashford. Dans ces pages, Amelia redevenait une jeune fille de 18 ans, débordante de passion et de rêve. La dernière entrée du journal était datée du 30 août 1895. Alexander est venu me voir cette nuit pour me dire adieu. Il a pleuré en apprenant que père m'avait promis à Reginald. Il m'a juré que son amour pour moi ne mourrait jamais. Et il a caché quelque chose de précieux près de notre endroit secret, le vieux saule, près du lac, où nous nous retrouvions chaque soir. Il a dit que lorsque je serais prête, je pourrais le retrouver en suivant les indications qu'il a laissées. Mais je sais que je ne serai jamais prête. Mon destin est scellé. Que Dieu lui accorde le bonheur que je ne pourrai jamais connaître avec lui. Thomas avait relu ce passage des dizaines de fois, le cœur serré par la tristesse de cette histoire. Ce qui l'avait finalement poussé à venir à St. Mary Mead, c'était une phrase mystérieuse, ajoutée des années plus tard, de la main tremblante de sa grand-mère âgée. Si quelqu'un trouve un jour ce journal, sachez que mon plus grand regret n'est pas d'avoir épousé Reginald, mais de n'avoir jamais eu le courage de chercher ce qu'Alexander a laissé pour moi. Peut-être était-ce des lettres, ou un tableau, ou simplement un message. J'ai vécu une vie confortable, mais sans passion véritable. Ne faites pas la même erreur que moi. Ces mots avaient résonné profondément en Thomas, qui s'était récemment séparé de sa fiancée, après avoir réalisé qu'il l'épousait par convention, plutôt que par amour. Thomas se releva en époussetant la neige de son manteau et sortit le croquis approximatif qu'il avait trouvé dans le carnet. Alexander avait dessiné le lac vu depuis une certaine perspective,
avec le saule pleureur au centre et des points de repère. Un gros rocher, un vieux ponton, une maison avec une cheminée particulière. En utilisant ces références, Thomas avait calculé que l'endroit secret devait se trouver à environ 15 mètres, au nord du saule, dans une zone où l'eau était peu profonde. Mais comment quelque chose aurait-il pu survivre sous l'eau pendant 57 ans? Cette question le tourmentait. « Bonjour, jeune homme », fit une voix douce derrière lui. Thomas sursauta et se retourna pour découvrir une dame âgée, aux cheveux blancs, impeccablement coiffée, emmitouflée dans un manteau bleu marine et s'appuyant légèrement sur une canne. Ses yeux bleus brillaient d'une intelligence vive qui lui rappela étrangement sa grand-mère. « Je m'appelle Jane Marple. Je vis dans cette charmante petite maison là-bas, » dit-elle en pointant une cottage pittoresque au loin. « Pardonnez mon indiscrétion, mais je vous ai vu plusieurs fois sur le lac cette semaine. Puis-je vous demander ce que vous cherchez avec tant d'attention ?» Thomas hésita. Son instinct lui disait normalement de garder ses affaires privées, mais quelque chose dans le regard bienveillant de cette dame l'encourageait à la confiance. « Je cherche quelque chose que ma grand-mère a perdu il y a très longtemps, » dit-il finalement. Ou plutôt, quelque chose qu'elle n'a jamais eu le courage de chercher. Miss Marple hocha la tête avec compréhension. Amelia Ashford, n'est-ce pas? Thomas la regarda avec stupéfaction. Comment pouvait-elle savoir? Miss Marple sourit gentiment. « Oh, je n'ai pas de pouvoir magique, mon cher. Simplement, vous avez mentionné le nom Alexander tout à l'heure, en consultant votre carnet, et il n'y a qu'une histoire d'amour impliquant un Alexander dans les légendes de ce lac. »« Vous connaissez l'histoire » demanda Thomas avec empressement. Miss Marple acquiesça. « J'étais une petite fille à l'époque, mais je me souviens avoir vu le peintre travailler près du lac. Il avait un visage mélancolique, mais des mains qui créaient une beauté extraordinaire, et votre grand-mère était effectivement la plus belle jeune fille du village. Tout le monde savait qu'ils étaient amoureux, mais personne ne parlait contre le mariage arrangé avec M. Ashford. C'était une époque différente. » Elle marqua une pause, observant l'expression émue de Thomas. « Puis-je vous suggérer quelque chose? Pourquoi ne viendriez-vous pas prendre le thé chez moi cet après-midi? J'ai quelques vieux albums et documents qui pourraient vous intéresser. » Thomas accepta avec gratitude, sentant qu'il venait peut-être de trouver une alliée précieuse dans sa quête. Ce qu'il ne savait pas encore, c'est que Miss Marple avait également invité les autres chercheurs mystérieux du lac. Elle avait l'intuition que leurs histoires étaient toutes liées, d'une manière ou d'une autre, et qu'ensemble, ils pourraient résoudre ce mystère vieux de plusieurs décennies. Tandis que Thomas quittait le lac pour se réchauffer dans un café du village, il se sentit envahi par un mélange d'espoir et d'appréhension. Il cherchait le passé de sa grand-mère, mais peut-être allait-il aussi découvrir quelque chose sur lui-même et sur ce qui comptait vraiment dans une vie bien vécue. Elisabeth Moreau frissonna malgré son épais manteau de laine, tandis qu'elle esquissait frénétiquement le paysage hivernal du lac Wellington. Ses doigts, engourdis par le froid, peinaient à tenir correctement le fusain, mais elle refusait de rentrer à l'intérieur. Il y avait quelque chose dans cette scène. La glace argentée, le saule pleureur fantomatique, la lumière particulière de décembre, qui résonnait profondément en elle. Elle était venue de Paris il y a une semaine, fuyant une vie qui lui semblait de plus en plus vide, malgré toutes ses apparences de succès. Propriétaire d'une librairie-boutique dans le Marais, Elisabeth était connue pour son goût impeccable en littérature et son salon littéraire mensuel qui attirait les auteurs les plus en vue de la capitale. Mais ce que personne ne savait, c'est qu'elle nourrissait secrètement le rêve d'écrire son propre roman depuis des années. Elle avait commencé et abandonné une douzaine de manuscrits, incapable de trouver l'histoire qui méritait vraiment d'être racontée. Puis par hasard, elle était tombée sur un livre ancien dans une vente aux enchères à Londres, Esquisse du cœur, par Alexander Thornwood, une édition rare de 1896. Le livre contenait une série de reproductions des peintures de Thornwood représentant le lac Wellington à différentes saisons,
accompagné de courts textes poétiques, mais c'était la dédicace qui avait captivé Elisabeth. Pourra, dont les yeux reflétaient toutes les lumières de ce lac. Bien que nous soyons séparés par les conventions du monde, mon amour demeure aussi constant que les étoiles. Je laisse ici un témoignage qui survivra aux années et aux saisons. Un jour, quelqu'un comprendra que le véritable art n'est pas dans ce qui est vu, mais dans ce qui est ressenti. Cette dédicace mystérieuse et romantique avait enflammé l'imagination d'Elisabeth. Elle avait immédiatement entrepris des recherches sur Thornwood et découvert l'histoire de son séjour à St. Mary Mead. Plus elle lisait sur ce peintre, talentueux, et son amour impossible pour une jeune femme locale, plus elle sentait qu'elle tenait enfin son histoire. Elle voulait écrire un roman sur l'amour qui transcende le temps, sur les choix qui définissent nos vies, sur le courage de suivre son cœur. Mais pour donner vie à cette histoire, elle devait comprendre ce qui s'était réellement passé. Elle devait voir de ses propres yeux les lieux où cette romance s'était déroulée. En étudiant minutieusement les peintures reproduites dans le livre, Elisabeth avait remarqué quelque chose d'étrange. Dans chaque tableau, quel que soit l'angle ou la saison représentée, un petit détail revenait toujours. Une pierre particulière près du saule pleureur, marquée d'une forme qui ressemblait à un cœur. Ce n'était pas une formation naturelle. Quelqu'un l'avait clairement sculptée. Elisabeth était convaincue que cette pierre était la clé du témoignage, mentionné par Thornwood dans sa dédicace. Mais avec le lac gelé, il était impossible de savoir si cette pierre existait encore ou si elle était simplement une invention artistique. « Excusez-moi, mademoiselle », dit une voix chaleureuse, avec un charmant accent anglais. Elisabeth leva les yeux de son carnet et découvrit la même dame âgée qu'il avait observée à distance depuis plusieurs jours. « Je suis Miss Marple. Je ne veux pas vous déranger, mais j'ai remarqué que vous dessinez le lac avec une attention particulière. Êtes-vous artiste ?» Elisabeth secoua la tête avec un sourire mélancolique. « Non, j'aimerais être écrivaine. J'essaie de capturer l'essence de cet endroit pour un roman que j'espère écrire. » Miss Marple s'assit délicatement sur le banc à côté d'elle, sans y être invitée, mais d'une manière si naturelle qu'Elisabeth ne pensa pas à protester. Un roman sur le lac Wellington, comme c'est intéressant. « Puis-je vous demander quel type d'histoire vous envisagez ?» Elisabeth hésita un moment, puis décida de partager. Il y avait quelque chose de rassurant chez cette dame, une qualité d'écoute qui invitait à la confidence. Une histoire d'amour impossible se déroulant à l'époque victorienne. Un peintre et une jeune femme qui ne peuvent pas être ensemble. Je sais que cela semble cliché, mais Alexander Thornwood et Amelia, dit doucement Miss Marple, et Elisabeth la regarda avec stupéfaction. Vous connaissez l'histoire. Miss Marple hocha la tête, ses yeux brillants de souvenirs lointains. J'étais là, ma chère. Enfin, j'étais une petite fille, mais je me souviens. C'était l'événement le plus romantique et le plus tragique que notre petit village ait jamais connu. Elle tapota affectueusement la main d'Elisabeth. Si vous voulez vraiment écrire leur histoire, vous devez comprendre qu'il ne s'agissait pas simplement d'amour impossible. Il s'agissait de choix, de sacrifice et du courage de créer quelque chose de beau, même dans la douleur. Elisabeth sentit ses yeux se remplir de larmes. C'était exactement ce qu'elle voulait explorer dans son roman. Non pas une simple romance tragique, mais une méditation sur ce qui donne un sens à nos vies. « Miss Marple, je cherche quelque chose. Une pierre près du saule pleureur, marquée d'un cœur. Alexander Thornwood l'a peinte dans chacun de ses tableaux du lac. Je pense qu'elle pourrait être importante. » Miss Marple acquiesça pensivement. « Une pierre en forme de cœur, dites-vous. C'est très intéressant. J'organise un petit thé cet après-midi chez moi. Pourquoi ne viendriez-vous pas? J'ai invité quelques autres personnes qui, comme vous, semblent chercher des réponses près de ce lac. Peut-être qu'ensemble, nous pourrons démêler ce mystère. » Elisabeth accepta avec enthousiasme, sentant qu'elle était sur le point de découvrir bien plus qu'une simple inspiration pour son roman. En rangeant son carnet à croquis et ses fusains, elle jeta un dernier regard au lac gelé.
Quelque part sous cette surface argentée se trouvait un secret qui avait attendu plus d'un demi-siècle d'être découvert. Et elle, Elisabeth Moreau, libraire parisienne et écrivaine en herbe, allait peut-être être celle qui le révélerait au monde. Cette pensée fit battre son cœur plus vite, non seulement d'excitation pour son futur roman, mais aussi d'une émotion plus profonde qu'elle ne pouvait pas encore nommer. Le sentiment que sa propre vie était sur le point de changer aussi radicalement que celle de ses personnages. Gabriel Rousseau ajusta ses lunettes rondes en écaille et sortit son carnet de partitions de sa sacoche en cuir. À 35 ans, ce compositeur lyonnais avait connu un succès modeste, mais constant, avec ses œuvres de musique de chambre. Ses quatuors à cordes étaient régulièrement joués dans les salons parisiens, et ses mélodies pour piano trouvaient leur place dans les récitals des conservatoires. Mais Gabriel rêvait de créer quelque chose de plus grand, de plus ambitieux, une symphonie qui capturerait l'essence même de l'amour sous toutes ses formes. Il était venu à St. Mary Mead sur les traces d'une histoire familiale qu'il avait hantée depuis son enfance. Son arrière-grand-père, Jean-Baptiste Rousseau, avait été l'assistant et l'ami intime d'Alexander Thornwood pendant les années parisiennes du peintre. Dans les lettres de Jean-Baptiste conservées précieusement par la famille, il était souvent question de cet été de 1895 où Thornwood avait séjourné dans un village anglais et était tombé amoureux. Alexander a trouvé sa muse, écrivait Jean-Baptiste. Il peint avec une passion que je ne lui ai jamais vue. Mais je crains que cette histoire ne puisse avoir une fin heureuse. La dernière lettre de Jean-Baptiste, datée de septembre 1895, était particulièrement poignante. Alexander est revenu à Paris, un homme brisé. Il refuse de parler d'elle, mais son chagrin s'exprime dans son art, d'une manière qui me fend le cœur. Il a peint une dernière toile du lac anglais, un crépuscule d'hiver, où tout est gelé et silencieux. Il dit que c'est l'image de son âme, maintenant. Mais il m'a confié une chose étrange. Avant de quitter ce village, il a composé une mélodie pour elle et l'a cachée près de leur lieu de rencontre secret. Il espère qu'un jour, quelqu'un la trouvera et la jouera, et que d'une certaine manière, sa bien-aimée l'entendra, même si elle ne saura jamais que c'était pour elle. Cette histoire avait fasciné Gabriel depuis qu'il l'avait découverte à l'âge de 15 ans. L'idée qu'une mélodie d'amour puisse être cachée quelque part, attendant d'être découverte et jouée après tant d'années, lui semblait infiniment romantique et tragique. Il avait toujours rêvé de la retrouver et de l'incorporer dans sa propre œuvre, comme un pont entre les générations, entre deux artistes séparés par le temps, mais unis par leur compréhension de l'amour et de la perte. Maintenant, avec un congé sabbatique du conservatoire où il enseignait, il avait enfin l'occasion de réaliser ce rêve. Gabriel s'approcha du bord du lac gelé et sortit son diapason. Il le fit vibrer et écouta attentivement la note pure se propager dans l'air froid et cristallin. Puis il commença à fredonner doucement, improvisant une mélodie inspirée par le paysage hivernal devant lui. Les notes semblaient danser dans l'air glacé, se mêlant au silence particulier d'un matin d'hiver. Il imaginait Alexander Thornwood à cet endroit même, le cœur lourd, composant sa mélodie d'adieu. Quelle forme avait-elle prise? Comment l'avait-il cachée? Quelle belle mélodie! Commenta une voix derrière lui. Gabriel se retourna, surpris de n'avoir pas entendu quelqu'un approcher. Il découvrit une dame âgée, au visage aimable, qui le regardait avec un intérêt sincère. « Je suis Miss Jane Marple. J'habite le village. Êtes-vous musicien ?» Gabriel hocha la tête, légèrement embarrassé d'avoir été surpris en pleine improvisation. « Oui, je suis compositeur. Je viens de Lyon. » Il hésita, puis ajouta « Je cherche quelque chose qui a été perdu ici, il y a très longtemps. Une composition musicale, créée par un ami de mon arrière-grand-père. » Miss Marple pencha la tête avec intérêt, ses yeux bleus brillants de curiosité. « Laissez-moi deviner. Alexander Thornwood. » Gabriel la regarda avec étonnement. Cette dame semblait savoir beaucoup de choses sur ce mystère vieux de plusieurs décennies. « Oui, vous le connaissiez ?» Miss Marple sourit. « J'étais une petite fille, à l'époque.
mais je me souviens de lui. Je me souviens aussi d'avoir entendu de la musique près du lac, certains soirs d'été. Une mélodie si triste et si belle qu'elle faisait pleurer ma mère. C'était donc lui qui jouait? Il jouait du violon, confirma Gabriel avec excitation. Mon arrière-grand-père écrivait qu'Alexander emportait toujours son violon lors de ses promenades. Il disait que la musique et la peinture étaient les deux langages de son âme. Il serra son carnet contre sa poitrine. Selon les lettres familiales, Alexander a composé une mélodie pour la femme qu'il aimait et l'a cachée quelque part près du lac avant de partir. Je rêve de la retrouver depuis mon adolescence. J'aimerais l'intégrer dans ma première symphonie, comme un hommage à l'amour qui transcende le temps. Miss Marple resta silencieuse un moment, semblant réfléchir profondément. Puis elle dit doucement, « Vous savez, mon cher, je pense que vous n'êtes pas le seul à chercher quelque chose sur ce lac. J'organise un thé cet après-midi chez moi, et j'ai invité plusieurs autres personnes qui semblent toutes liées, d'une manière ou d'une autre, à cette vieille histoire d'amour. Pourquoi ne vous joindriez-vous pas à nous? Ensemble, nous pourrions peut-être résoudre ce mystère. » Gabriel accepta avec enthousiasme, sentant que le destin le guidait vers quelque chose d'extraordinaire. À 15 heures précises, le salon douillet de Miss Marple était rempli d'un groupe improbable de visiteurs, tous se regardant avec curiosité et une légère méfiance. Thomas Ashford, élégant dans son costume 3 pièces, se tenait près de la cheminée, réchauffant ses mains. Elisabeth Moreau avait choisi le fauteuil près de la bibliothèque, feuilletant discrètement les titres des livres. Gabriel Rousseau, nerveux, pianotait silencieusement sur l'accoudoir de sa chaise, et près de la fenêtre se tenaient 2 autres invités que personne n'avait encore rencontrés, Marguerite et Henri Dubois, un couple de Belges d'une 60aine d'années, aux visages aimables. Miss Marple versa le thé avec la grâce tranquille d'une parfaite hôtesse, passant également un plateau de scones encore chaud, de confitures de fraises et de crème épaisse. « Je suis si heureuse que vous ayez tous accepté mon invitation, » dit-elle, avec un sourire chaleureux. « Je pense que vous vous demandez tous pourquoi vous êtes ici et ce que vous avez en commun. » Elle s'installa dans son fauteuil préféré, son chat fidèle, se levant immédiatement sur ses genoux. « Eh bien, laissez-moi vous éclairer. Vous cherchez tous quelque chose lié à Alexander Thornwood et à son séjour dans notre village en 1895. » Le silence qui suivit fut rompu par Thomas, qui déposa sa tasse avec un tintement délicat. « Comment savez-vous cela ?» Miss Marple eut un petit rire. « Oh, mon cher, quand on atteint mon âge et qu'on vit dans le même village pendant plus de 7 décennies, on apprend à observer et à faire des connexions. » Elle se tourna vers chacun d'eux tour à tour. « Monsieur Ashford, vous êtes le petit-fils d'Amelia Ashford, née Weston, l'amour perdu d'Alexander. Mademoiselle Moreau, vous cherchez l'inspiration pour un roman basé sur leur histoire. Monsieur Rousseau, votre arrière-grand-père, était l'ami intime d'Alexander. » Elle se tourna ensuite vers le couple belge. « Et monsieur et madame Dubois, si je ne me trompe pas, ont une connexion tout aussi fascinante. » Henri Dubois hocha la tête avec gravité. « C'est vrai, madame. Mon grand-père maternel était le frère cadet d'Alexander Thornwood. Nous avons récemment hérité d'une malle contenant des documents et des lettres d'Alexander. Dans l'une d'elles, datée de 1920, quelques mois avant sa mort, il demandait à son frère de retrouver le témoignage qu'il avait laissé près du saule. Il disait que c'était son œuvre la plus importante que tous ces tableaux réunis. » Marguerite Dubois sortit une lettre jaunie de son sac à main. « Alexander est mort seul et pauvre dans un petit atelier à Bruxelles. Il n'a jamais cessé d'aimer Amelia, apparemment. Dans ses dernières lettres, il parlait d'elle comme si leur séparation datait d'hier. Sa voix se brisa légèrement. C'est si triste de penser qu'il a passé toute sa vie à regretter ce qu'il avait perdu. Nous voulions honorer sa mémoire en retrouvant ce qu'il avait caché, quel que soit ce que c'est. » Le silence qui suivit cette révélation était chargé d'émotion. Tous ces inconnus se retrouvaient, liés par les fils invisibles d'une histoire d'amour
vieille de plus d'un demi-siècle. Élisabeth fut la première à rompre le silence. J'ai acheté un livre rare contenant des reproductions de ses peintures du lac. Dans chaque tableau, il a peint une pierre marquée d'un cœur près du saule pleureur. Je pense que c'est un indice. Thomas sortit immédiatement le carnet de sa grand-mère. Le journal d'Amelia mentionne leur endroit secret près du vieux saule. Elle dit qu'Alexander a caché quelque chose là-bas. J'ai essayé de calculer l'emplacement exact en utilisant les points de repère qu'elle décrit. Gabriel ajouta avec enthousiasme « Et selon les lettres de mon arrière-grand-père, Alexander a composé une mélodie pour elle. Il l'a appelée « La chanson du lac gelé ». Miss Marple écouta attentivement chaque contribution, hochant la tête pensivement. « Comme c'est fascinant, nous avons donc une pierre, marquée d'un cœur, un endroit secret, près du saule, et une mélodie, cachée. » Elle sirota son thé délicatement. « Mais comment cache-t-on une mélodie? On peut écrire une partition et l'enterrer. Mais le papier se décomposerait. À moins que... » Elle se leva soudainement, avec une vivacité surprenante pour son âge, et se dirigea vers sa bibliothèque. À moins qu'il ne l'ait gravé d'une manière plus permanente, elle sortit un vieux livre de botanique et l'ouvrit à une page marquée. « Regardez ceci, c'est une pratique qui était populaire à l'époque victorienne, graver des messages ou des motifs dans les arbres jeunes. À mesure que l'arbre grandissait, la gravure grandissait aussi, mais restait lisible. Elle regarda par la fenêtre vers le saule pleureur, visible au loin. Ce saule était déjà là en 1895, mais il était plus jeune. Si Alexander a gravé sa mélodie dans l'écorce, tous les invités se levèrent simultanément, comprenant l'implication. Elle pourrait encore y être, murmura Thomas avec émerveillement. Mais il y a un problème, dit pratiquement Henri. Le lac est gelé. Nous ne pouvons pas approcher le saule sans risque. Et même si nous le pouvions, l'écorce est couverte de neige et de glace en ce moment. Miss Marple sourit mystérieusement. « Oh, je pense que nous pouvons résoudre ce problème. Le colonel Melchett m'a dit que le village organise un bal sur glace ce samedi pour célébrer Noël. Ils vont nettoyer la neige autour du saule et installer des lanternes. Ce sera l'occasion parfaite pour examiner l'arbre de près sans éveiller les soupçons. » Elle regarda chacun de ses invités avec des yeux pétillants. « Qu'en dites-vous? Accepteriez-vous de m'accompagner au bal ?» Tous acceptèrent avec enthousiasme, unis maintenant par leur quête commune. Alors qu'ils quittaient la chaleureuse maison de Miss Marple, dans le crépuscule hivernal, chacun portait dans son cœur un mélange d'excitation et de nervosité. Dans 3 jours, ils découvriraient peut-être le secret qu'Alexander Thornwood avait gardé pendant plus d'un demi-siècle. Plus importante encore, ces 5 étrangers avaient formé une connexion improbable, liée non seulement par leur quête, mais aussi par une compréhension croissante que l'amour, sous toutes ses formes, était l'histoire la plus importante qu'on puisse raconter. Les 3 jours précédant le bal sur glace passèrent dans un tourbillon d'activités fébriles. Le village entier se préparait pour l'événement, décorant les rues de guirlandes scintillantes et de houx. Les vitrines des boutiques présentaient des patins à glace étincelants et des écharpes colorées. L'air sentait les marrons grillés et le vin chaud aux épices. Mais pour le petit groupe réuni par Miss Marple, ces préparatifs festifs n'étaient qu'un arrière-plan à leur propre anticipation croissante. Thomas passait ses journées à la bibliothèque locale, plongé dans de vieux documents et des archives municipales. Il avait découvert que le saule pleureur du lac Wellington avait été planté en 1870 par le grand-père de sa grand-mère, ce qui signifiait qu'il avait 25 ans en 1895. Assez vieux pour qu'Alexander puisse y graver un message, mais assez jeune pour que la gravure reste visible en grandissant avec l'arbre. Thomas trouvait une étrange beauté dans ce détail. L'arrière-arrière-grand-père d'Amelia avait planté l'arbre qui deviendrait le témoin silencieux de l'amour impossible de sa petite-fille. Élisabeth, quant à elle, s'était plongée dans l'écriture, avec une passion renouvelée. Les mots coulaient, maintenant avec une facilité qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Son roman prenait vie,
portée par les détails authentiques qu'elle découvrait chaque jour et par les émotions réelles des personnes qu'elle avait rencontrées. Elle avait commencé à interviewer discrètement les villageois les plus âgés, recueillant des bribes de souvenirs sur Alexander et Amelia. Mrs. Bantry lui avait raconté que sa propre mère avait vu le couple se promener main dans la main au crépuscule, croyant que personne ne les observait. Gabriel avait transformé sa chambre d'hôtel en un petit studio de composition. Il passait des heures à imaginer la mélodie qu'Alexander avait pu créer, essayant de capturer dans sa propre musique l'essence de cet amour perdu. Il avait composé plusieurs variations sur le thème qu'il avait improvisé près du lac, chacune explorant une facette différente de l'émotion. La joie des premiers instants amoureux, la douleur de la séparation imminente, l'espoir ténu d'un futur impossible. Sa logeuse, charmée par la musique qui s'échappait de sa chambre, lui apportait du thé et des biscuits sans qu'il les demande. Les Dubois avaient entrepris leurs propres recherches, examinant méticuleusement toutes les lettres et documents d'Alexander qu'ils avaient apportés de Belgique. Dans une lettre particulièrement poignante adressée à son frère en 1910, Alexander écrivait « Je suis devenu un fantôme de moi-même, vivant uniquement à travers mes pinceaux. Mais cette vie d'ombre n'est pas sans but. Chaque toile que je peins est un hymne à elle. Chaque coup de pinceau une prière pour qu'elle ait trouvé le bonheur que je ne pouvais lui donner. Si un jour quelqu'un découvre ce que j'ai laissé près du saule, j'espère qu'il comprendra que l'amour véritable ne demande rien d'autre que le bonheur de l'être aimé. » Miss Marple, elle, s'affairait discrètement à ses propres préparatifs. Elle avait invité son neveu Raymond, un photographe professionnel vivant à Londres, à venir documenter le bal sur glace pour le journal local. En réalité, elle voulait quelqu'un capable de prendre des photographies détaillées de l'écorce du saule sans attirer l'attention. Elle avait également emprunté à la bibliothèque plusieurs livres sur les arbres et leur croissance, étudiant comment les gravures évoluaient avec le temps. Plus elle en apprenait, plus elle était convaincue que leur théorie était correcte. Le jeudi après-midi, le groupe se réunit à nouveau chez Miss Marple pour coordonner leur stratégie. « Nous devons être subtils, » expliqua-t-elle, en versant le thé. « Le bal attirera tout le village. Nous ne pouvons pas nous précipiter tous ensemble vers le saule et commencer à examiner son écorce. Cela éveillerait la curiosité. » Thomas approuva. « Je suggère que nous nous dispersions. Certains d'entre nous patinent, d'autres admirent les décorations, et nous examinons l'arbre un par un, discrètement. » Elisabeth ajouta « Je peux faire semblant de dessiner le paysage. Cela me donnera une excuse pour rester près du saule pendant un moment. » Gabriel eut une autre idée. « Le comité d'organisation m'a demandé si je pouvais jouer du violon pendant le bal. Si j'accepte et que je joue près du saule, cela attirerait les gens vers cette zone, sans paraître suspect. Pendant que tous écouteront la musique, certains d'entre nous pourront examiner l'arbre. » Miss Marple applaudit doucement. « Excellent, c'est exactement le genre de diversion dont nous avons besoin. » Henri ajouta pratiquement. « Marguerite et moi pouvons servir de guetteurs, nous assurant que personne ne remarque ce que les autres font. » Alors que le plan prenait forme, l'atmosphère dans le salon de Miss Marple devint presque électrique d'anticipation. Mais au milieu de cette excitation, Elisabeth posa une question que personne n'avait encore osé formuler. « Que ferons-nous si nous trouvons réellement quelque chose? À qui appartiendra-t-il » Le silence qui suivit était lourd. Thomas parla finalement. « Je pense que cela devrait être partagé. Cette histoire ne m'appartient pas uniquement parce qu'Amelia était ma grand-mère. Elle appartient à tous ceux qui croient au pouvoir de l'amour véritable. » Les autres ferment la tête en accord. Dans ces quelques jours passés ensemble, ils étaient devenus plus que de simples compagnons de quête. Ils étaient devenus amis, unis par une compréhension partagée que certaines choses transcendaient la propriété ou l'intérêt personnel. Le secret d'Alexander, quel qu'il soit, serait un trésor collectif, un rappel que l'amour, même lorsqu'il ne peut s'accomplir, laisse une empreinte indélébile sur le monde.
alors que le crépuscule tombait sur St. Mary Mead et que les premières étoiles apparaissaient dans le ciel d'hiver. Le petit groupe leva leur tasse de thé dans un toast silencieux à Alexander et Amelia et à l'aventure qui les attendait dans 2 jours. Le samedi soir arriva enfin, apportant avec lui une perfection atmosphérique que même les organisateurs les plus optimistes n'auraient pu espérer. Le ciel était dégagé, parsemé d'1 million d'étoiles scintillantes, et la lune presque pleine baignait le lac gelé d'une lumière argentée magique. Des centaines de lanternes en papier coloré avaient été suspendues aux branches des arbres entourant le lac, créant un kaléidoscope de lumière dansante sur la glace. Un grand feu de joie brûlait sur la rive, entouré de bancs où les villageois pouvaient se réchauffer et siroter du vin chaud. Miss Marple arriva tôt, élégante dans son manteau de velours bleu nuit et son chapeau orné de plumes blanches. Elle s'installa sur un banc près du feu avec Mrs. Bantry, qui ne cessait de commenter sur la beauté de la soirée. « C'est comme un conte de fées, n'est-ce pas, Jane ?» s'extasia Mrs. Bantry. « Oh, regarde, voilà le jeune musicien français. Comme il est charmant avec son violon. » Gabriel s'avançait en effet vers le centre du lac, son instrument précieux protégé contre le froid, vêtu d'un élégant manteau noir qui le faisait ressembler à un personnage sorti d'un roman du XIXe siècle. Les villageois commencèrent à affluer, familles entières chaussées de patins, couples de fiancés main dans la main, enfants excités qui glissaient et riaient. Thomas arriva avec Elisabeth, les 2 ayant découvert qu'ils logeaient dans le même hôtel et ayant décidé de venir ensemble. Ils formaient un couple attrayant, lui avec son maintien aristocratique et elle avec sa beauté bohème parisienne. Plusieurs villageois chuchotèrent, imaginant déjà une romance naissante, ignorant qu'une histoire d'amour bien plus ancienne occupait leurs pensées. Les Dubois arrivèrent peu après, Marguerite resplendissante dans un manteau de fourrure bordeaux. Le bal commença officiellement à 19 heures, inauguré par le maire du village, qui prononça un discours enthousiaste sur la tradition et la communauté. Puis Gabriel leva son violon et commença à jouer. La première mélodie était joyeuse et entraînante. Une valse viennoise qui fit tournoyer les patineurs sur la glace dans un ballet improvisé. Les notes s'élevaient dans l'air glacé, pur et cristalline, semblant se fondre avec la lumière des étoiles. Miss Marple observait tout cela avec un plaisir sincère, appréciant la beauté du moment, tout en gardant un œil attentif sur le saule pleureur. Gabriel, comme convenu, se déplaça progressivement vers le saule, attirant naturellement la foule avec sa musique enchanteresse. Les enfants s'assirent sur la glace autour de lui, fascinés, tandis que les adultes formaient un cercle plus large, se balançant doucement au rythme de la mélodie. C'était le moment parfait. Thomas s'approcha nonchalamment de l'arbre, faisant semblant d'admirer les lanternes suspendues à ses branches. Ses doigts, gantés, effleurèrent l'écorce rugueuse, cherchant quelque chose d'inhabituel. Au début, il ne sentit que la texture naturelle du bois vieilli. Mais alors, de l'autre côté de l'énorme tronc, ses doigts n'en rencontrèrent quelque chose de différent. Des rainures, régulières et délibérées. Son cœur se mit à battre plus vite. Il fit signe discrètement à Elisabeth, qui s'approcha avec son carnet de croquis, feignant de chercher le meilleur angle pour dessiner la scène. « J'ai trouvé quelque chose », murmura Thomas. « Des gravures, mais il fait trop sombre pour les voir clairement. » Elisabeth sortit une petite lampe de poche de son sac. « Faites semblant de me tenir mon carnet pendant que je dessine, » dit-elle à voix basse. « Cela vous donnera une excuse pour diriger la lumière vers l'arbre. » Pendant que Gabriel passait à une mélodie plus lente et plus mélancolique, Thomas et Elisabeth examinèrent les gravures à la lumière de la petite lampe. Ce qu'ils découvrirent leur coupa le souffle. Gravés dans l'écorce, agrandis et déformés par 57 années de croissance, mais toujours parfaitement lisibles, se trouvaient des symboles musicaux, des notes sur une portée improvisée. Alexander avait gravé sa mélodie directement dans l'arbre, créant une partition vivante qui avait grandi avec le saule. « C'est extraordinaire », chuchota Elisabeth, ses yeux brillants de larmes. «
C'est la chose la plus romantique que j'ai jamais vue. » Rapidement, ils firent signe aux autres. Gabriel, voyant leur signal, termina sa mélodie actuelle par une magnifique cadence qui arracha des applaudissements enthousiastes à la foule. Profitant de la confusion joyeuse qui suivit, il se glissa vers le saule, rejoint par les Dubois et Miss Marple. Ensemble, sous le prétexte de féliciter le musicien, ils se regroupèrent autour de l'arbre. Raymond, le neveu de Miss Marple, captura discrètement des photographies détaillées des gravures avec son appareil professionnel, utilisant le flash comme excuse pour documenter l'atmosphère magique du bal. Gabriel examina les notes gravées, son esprit de musicien traduisant automatiquement les symboles en sons. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'il levait son violon. « Je vais la jouer », dit-il simplement. La mélodie qu'Alexander a créée pour Amelia. Le silence se fit autour d'eux, même les villageois les plus proches cessant leur conversation, sentant qu'un moment extraordinaire était sur le point de se produire. Gabriel prit une profonde inspiration, posa son archet sur les cordes et commença à jouer. La mélodie qui s'éleva dans la nuit hivernale était d'une beauté déchirante, tendre et passionnée, mélancolique mais pleine d'espoir, racontant toute l'histoire d'un amour impossible en moins de 2 minutes de musique pure. Les notes de la mélodie d'Alexander flottaient sur le lac gelé, suspendus dans l'air cristallin, comme des flocons de neige sonores. Autour de Gabriel, le bal s'était complètement arrêté. Les patineurs restaient immobiles, captivés par cette musique qui semblait venir d'une autre époque. Même les enfants les plus agités s'étaient tus, sentant intuitivement qu'ils assistaient à quelque chose de spécial. La mélodie était construite en 3 mouvements distincts. Un premier passage joyeux et léger, comme des rires d'été. Un deuxième,